voulais, en fait, à la demande de Franck, placer un petit peu cette réunion à la mémoire de Louise Merzot. Donc, en quelques mots, vous dire que donc, Louise a été, pour nous, ici à l'ERI, une vision, un regard extrêmement important, dans la mesure où tous les travaux qu'elle a pu mener sur les dispositifs, notamment les dispositifs numériques, et leurs enjeux sociétaux ont toujours beaucoup influencé nos travaux, ont aussi parfois été des critiques en contrepoint, hein, des prémices et des fondements très simondoniens, très stiglériens. Donc c'était toujours extrêmement stimulant d'avoir cette vision apportée par Louise. J'ai, pour introduire cette journée, donc, repris un article en fait, qu'elle avait écrit en 2014, je pense, qui est publié dans les cahiers de la Société française d'information et de communication, de la SFIC. Un article donc, qui, au départ, elle avait intitulé « Figure de la participation numérique, coopération, contribution, collaboration ». Déjà 3 mots extrêmement importants pour les travaux que nous menons ici à l'IRI dans le cadre de ce que nous appelons les Digital Studies et qui se traduit depuis que nos amis Franck et Jacques ont lancé la revue Études Digitales, se traduit maintenant en français par Études Digitales, même si le Digital Studies reste un vocable anglais extrêmement intéressant à creuser. On en parlera sans doute. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque de ce doigt que vous avez vu, que vous avez croisé sur la piazza. C'est bien le digit, le doigt qui nous intéresse dans cette question des Digital Studies, pour justement essayer de faire un pas de côté par rapport à la question du numérique et bien penser le digital dans ce qu'il a aussi de corporel et de physique. Alors, dans cet article, qui finalement s'est intitulé « Entre événements et documents vers l'environnement support », Louise Merzot a soulevé plusieurs questions qui, je pense, peuvent nous inspirer pour cette journée. Bon, d'abord, elle était très attachée, vous le savez, pour ceux qui l'ont lu, elle était très attachée à la question de la culture digitale. Elle prenait, alors, ce qui est particulièrement intéressant pour nous, elle prenait comme point de départ dans cet article un concept qui me semble intéressant à creuser, qui est le concept de la bienveillance dispositive. Concept qu'elle reprenait en fait à Emmanuel Belin, sociologue de l'Université catholique de Louvain, qui est malheureusement lui aussi décédé assez prématurément en 1998. Je vous rappelle que Louise nous a quittés en juillet, hein, donc nous avons... avec quelques-uns d'entre vous, je vois Bruno Pachimon dans la salle, nous avons rendu un hommage à Louise au CNAM, je crois que c'était à la rentrée, hein, au début septembre. Et donc, Louise avait donc repris ce concept chez Emmanuel Belin. Et donc, je la cite, hein, dans le cas que nous étudions, la participation repose sur une bienveillance dispositive, donc elle se réfère à Belin, dont le principe garantit une commensurabilité des compétences mobilisables et l'arrangement d'un milieu transitionnel propice à l'engagement. Avant une intention participative, souvent elle-même rapportée à un désir d'expressivité, le projet exploite ici une expérience et un savoir que l'usager valorise en les reversant dans un pot commun. Alors, bien sûr, allusion au milieu transitionnel, Winnicott qui a été très souvent étudié ici dans cette salle que nous utilisons pour nos séminaires de l'IRI, et surtout cette question de pot commun. Bon, ça je pense que c'est une marque de Louise, elle avait toujours le talent et la perspicacité pour utiliser des mots peut-être plus simples que les philosophes, et qui nous permettent d'avancer et de mieux comprendre cette nouvelle conception du numérique que nous essayons de défendre aussi dans le cadre des études digitales. En effet, la bienveillance dispositive était pour elle liée à la capacité à produire ce qu'elle appelle, je la cite encore, une machine attentionnelle capable de capter, d'entretenir et de concentrer le désir d'agir des contributeurs. Elle insistait toujours, ça c'est aussi une particularité de son travail, sur la question de la temporalité. Alors que dans le numérique, on est souvent quand même dans les questions de spatialité ou de rapport au calcul.
Et la question de la temporalité était particulièrement importante pour elle. La temporalité qui a toujours été, selon elle, un point aveugle des systèmes numériques. Elle pointait la capacité des dispositifs, et notamment le dispositif qu'elle analysait dans cet article, c'est un dispositif que nous avions mis en place pour les entretiens du Nouveau Monde industriel en 2013, un dispositif de tweeting, de coédition en live et en différé. Donc ce dispositif permettait d'articuler des temporalités souvent jugées inconciliables dans les nouveaux régimes de communication numérique. Ce régime de temporalité étant pour elle aussi, elle en parle un peu plus loin dans cet article, un enjeu épistémologique et politique majeur. Là aussi, deux dimensions qui, je pense, seront reprises dans notre journée, puisque ces questions épistémologiques et politiques sont au cœur des Digital Studies. Alors, un petit mot d'étymologie que j'avais d'ailleurs rappelé lorsque j'ai fait cet hommage à Louise au CNAM. Cette bienveillance, puisqu'elle parle de bienveillance dispositive, la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Je vous donne là la définition du dictionnaire. Et le terme est calqué sur le latin benevolens, donc, qui se réfère à la bénévolence, un autre terme qui est intéressant. Si vous tapez bienveillance sur Google, vous avez plus d'1 million d'entrées, ce qui vous montre aussi à quel point on l'utilise un peu à tort et à travers, même y compris dans le champ du marketing. Donc, ça n'est pas anodin. Intéressant aussi à noter que selon Hutcheson, le principe de la vertu dans l'âme est la bienveillance. Et il l'a défini ainsi, une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain. Alors cette définition qui, bien sûr, pour moi qui suis catholique, remémore des vieux souvenirs de catéchisme, où les dons de l'esprit sont toujours articulés à des fruits, et ce ne sont que les fruits d'ailleurs qui sont visibles. Et parmi ces fruits, vous avez notamment la bénignité, qui est le bon vouloir, la tolérance, qui est aussi une chose discrète. On dit c'est bénin. Ce fruit donc, se rapporte aussi au fruit de la mansuétude, de l'empathie, l'indulgence, particulièrement intéressant intéressant aussi à replacer non pas dans une forme substantielle comme dans le dogme catholique, mais plutôt dans une forme dynamique. Et cette forme dynamique, on la trouve, en tout cas nous, dans les travaux de l'IRI, nous référons principalement, lorsqu'il s'agit d'affectivité et d'émotivité, nous nous référons à Simondon, pour qui le circuit qui, finalement, d'une manière transitive, fait jouer l'affectivité et l'émotivité, est le circuit qui aussi va mettre en correspondance l'affectivité au niveau de ce qu'il appelle l'individuation psychique et une émotivité qui est plus partagée et qui rentre dans le cadre d'une individuation plus collective. Ce circuit étant toujours producteur de savoir et producteur de production publique et éditoriale. C'est bien ce qui intéressait Louise aussi dans ces dispositifs. Voilà, alors c'est aussi, et là je m'arrêterai sur ce point, c'est aussi un enjeu, cette dynamique que l'on perd souvent de vue et que Louise nous rappelait, c'est une dynamique qu'il faut absolument essayer de resituer dans les appareils technologiques, dans ce que Stigler appelle aujourd'hui les exorganismes. Il a commencé hier son séminaire à l'EHESS sur ce terme-là. Et qui est toujours finalement une capacité à articuler le calculable et l'incalculable. Voilà, donc je terminerai pour dire que Louise était aussi la bienveillance incarnée. C'est une personne qui était absolument charmante, toujours bienveillante précisément. Et comme je le disais au CNAM pour conclure, il faudrait que nous restions inspirés par son enseignement et dans le développement des études digitales, qu'elle avait d'ailleurs introduite à la SFIC dans une réunion qui avait eu lieu au CNAM, donc une réunion qui était consacrée aux Digital Studies, précisément, à son initiative, en 2016, je crois. Et elle faisait partie Franck fait bien de me la rappeler, du comité scientifique de la revue Études digitales. Donc voilà pour les petits mots d'introduction que je voulais vous proposer à la mémoire de Louise Merzo, et je passe la parole à nos amis pour nous présenter le déroulé de la journée.
Oui, donc moi je vais présenter rapidement ce qu'on va appeler, ce qu'on avait décidé d'appeler les entretiens d'études digitales. L'idée, c'est une revue qui est publiée 2 fois, enfin 2 numéros par an, et en fait de faire tous les ans des entretiens, probablement sur une autre période de l'année, puisqu'il y a d'autres entretiens que vous connaissez bien. Je vais présenter rapidement, en fait c'est le timing, notre agenda en fait a été, un peu précipité par des conditions de publication. L'idée d'organiser la journée, c'est d'organiser la journée autour de 2 moments. Un moment de présentation de la revue qu'on va faire tout de suite, et puis ensuite 2 tables rondes dont les thématiques sont données dans le transparent qui est derrière moi. Première table ronde sur les données, textes et documents, avec un certain nombre d'intervenants. L'idée, c'était de travailler aujourd'hui sur un certain nombre de questions que je vais présenter tout à l'heure, mais en fait avec 2 axes. Un axe plutôt centré sur la relation texte, données, documents, et puis une deuxième table ronde plus tard sur la relation entre données et savoir et pouvoir. Et avec un certain nombre d'intervenants aussi que vous pouvez lire comme moi, sur lesquels ces intervenants seront présentés tout à l'heure. Le désir qui était nôtre, en fait, autour de ces entretiens, c'est de partir d'une interrogation et aussi d'une affirmation, parce qu'il me semble que c'était important, de dire que la donnée n'est pas la pensée. Et en fait, c'est une forme de détermination négative, comme aurait dit Spinoza, qui est peut-être insuffisante. Et autrement, mais ça nous semblait quand même un point de départ intéressant aujourd'hui, parce que la donnée, évidemment, la donnée au sens de la data, pose des questions énormes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure et qui un peu définissent ces questions, disons, le sens de la revue Études digitales. Pour la journée, en fait, 3 questions, un certain nombre de questions étaient possibles, en fait, des orientations de questions. Première question, c'était évidemment qu'est-ce que c'est que se orienter dans la pensée, des questions kantiennes dans un milieu où finalement, les modes de l'étude et plus largement le travail intellectuel est en train de se redéfinir autour du digital, et pas simplement que du numérique. Donc en fait, c'est la nature du travail intellectuel qui est pointé, d'où le titre « Études » qui nous semblait un beau mot, même si d'une certaine manière la revue Études existait avant nous, c'était une revue de jésuites, mais nous ne sommes pas des jésuites, mais l'idée c'était de poser, mais l'importance de la contre-réforme est fondamentale dans l'histoire de la modernité. Ça sera un débat sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard. Donc la question, c'est s'orienter dans sa pensée. Deuxième chose, et la nature de la mutation du travail intellectuel. La deuxième chose, c'était de dire qu'effectivement, si on ne peut pas penser avec les données numériques, pour autant, est-ce que les données ne nous aident pas aussi à penser? C'est une sorte de dialectique. Et évidemment, il ne s'agit pas de faire une critique de la raison computationnelle, mais de voir comment, avec les disciplines du calcul aujourd'hui et des nouvelles métriques qui sont mises en œuvre, on peut réarticuler, j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être, disons, une nouvelle conception des humanités au sens très très large autour des digital studies, c'est-à-dire en fait des nouvelles formes d'études. Et troisième point, évidemment, c'était d'ouvrir sur une interrogation plus large qui est en fait la relation entre les données et le monde, et donc ça renouvelle les conceptions du document, les conceptions épistémologiques et politiques. Et tout ça dans une période de transition qui est la nôtre, où le numérique, évidemment, pour nous, le digital a un effet de dislocation, un effet de fragmentation et un effet même de disruption parfois sur lesquels ces effets nous devons nous interroger. Je propose en fait que maintenant je vais donner la parole à Jacques qui va présenter la revue et puis je reviendrai un petit peu sur les trois dimensions qui nous semblent importantes de défendre dans cette revue, une dimension épistémologique, une dimension éducative autour d'une figure que je présenterai tout à l'heure, puis une dimension culturelle. Ça renvoie à ce que disait Louise Merzo, qui effectivement pour nous était aussi une contributrice et avec qui on dialoguait dans la revue, qui apportait des choses dans la perspective de la médiologie, parce qu'elle avait aussi une proximité avec Régis Debray, avec une théorie du support aussi dont l'Université de Compiègne est ici présente
représentés à travers quelques personnes. Et donc, on voyait d'une certaine manière une convergence de vues, même si des fois, effectivement, les accords n'étaient pas toujours harmoniques, mais en même temps, vraiment des débats, puisqu'en fait, je dirais simplement ça, Louise nous avait promis un texte, qu'on n'aura pas, malheureusement, sur la différence entre, comment dire, digital et numérique, et elle disait, moi je m'en fous. Elle disait, pour moi ça m'importe peu, et on avait commencé une discussion, et effectivement l'idée c'était d'essayer de la convaincre. Voilà. Et puis je tenais à faire cet hommage. Elle a fait un travail sur la mémoire aussi qui est tout à fait intéressante, et qui intéresse au plus haut point évidemment le système de rétention et de protection qu'on connaît bien ici. Voilà. Bon, merci, merci Franck. Alors je vais vous faire un petit peu l'historique de la revue, comment le projet est né. D'abord je tiens à remercier les éditions Classique Garnier qui ont soutenu le projet. Hein. C'est grâce à elles que nous avons pu lancer donc cette revue. L'origine du projet, donc, c'est Franck Cormeret et moi-même. Et puis aussi deux personnes qui vont peut-être nous rejoindre, Armen Khatchatoriov et puis Daphné Vignon, d'où les venir. C'est un travail d'équipe. Il y a aussi Laurent Letty qui animera la table ronde sur le texte, qui devrait arriver. L'idée, en fait, est d'avoir donc une revue sur les études digitales, 2 numéros par an. Nous avons choisi des numéros assez consistants, puisque les 2 numéros sortis font un peu plus de 300 pages. Donc on est un petit peu au-delà du format habituel, le plus fréquent pour les revues. On renoue un petit peu avec des formats un peu plus importants que vous pouvez trouver il y a quelques années, voire quelques décennies. Chaque numéro est constitué autour d'une thématique, c'est-à-dire que la première thématique c'était le texte à venir, hein, qui a été le premier numéro. On s'est dit on va commencer par ce qui est le plus évident pour nous, puisque nous sommes tous des gens du texte, de l'interprétation. Le deuxième numéro, donc le gouvernement des données, qui est paru donc, il y a assez peu de temps. Et puis nous sommes en train de boucler un numéro qui s'appelle Variation. Le numéro suivant a comme thématique l'immersion. Le numéro suivant, donc le 5e, est organisé autour du thème de la religiosité technologique, et c'est Pierre Musso qui en assure la direction. Nous avons d'autres projets, ensuite, plus ou moins formels pour le moment. Un projet autour des Digital Studies, autour d'un réseau de 13 universités internationales qui permettrait donc de constituer, si vous voulez, une sorte de traversée un peu de la question au niveau international. Nous avons aussi une question sur les métriques d'aujourd'hui, métrologie d'hier, aussi des projets autour de la littérature. Donc les thématiques s'avancent et s'annoncent. Globalement, le format de la revue reprend de manière assez classique des rubriques qu'on peut trouver, c'est-à-dire un dossier thématique qui peut aller jusqu'à une dizaine d'articles donc autour d'un thème. Ensuite, nous avons donc alors les articles sont évalués en double aveugle, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en place tout un comité scientifique assez important qui figure au début des numéros, avec une évaluation des articles, donc appel, lecture en double aveugle. Mais nous avons aussi décidé d'intégrer des variations, c'est-à-dire des articles qui ne sont pas simplement liés à la thématique du numéro, ce qui nous permet de prendre soit des articles de sujets différents qui nous sont proposés, qui n'entrent pas dans les thématiques, soit éventuellement des articles qui reprennent des sujets qui ont été évoqués dans les numéros précédents. C'est-à-dire que c'est une sorte de droit de suite un petit peu quand effectivement un dossier thématique a été consacré à un sujet. Quelquefois c'est intéressant d'avoir des numéros, dans des numéros suivants, une reprise de la question.
Une particularité aussi de la revue, et je crois que c'est quelque chose de très riche, c'est que nous avons décidé de consacrer un grand entretien à une personne dont les travaux nous ont paru intéressants. Et je dois dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une personne dont les travaux sont dans le domaine strict des études digitales, mais qui ont leur importance dans le domaine des études digitales. Et je crois que la nuance est importante parce que nous ne considérons pas que les études digitales soient un domaine absolument spécifique et isolé. Bien évidemment, la question du digital touche assez largement les frontières disciplinaires, et des travaux qui ne sont pas sur les études digitales spécifiquement ont évidemment une importance très grande sur, je dirais, le développement et la réflexion, puisque évidemment beaucoup de questions ont été reprises un petit peu de manière, je dirais, un peu fondamentale, c'est-à-dire que l'éruption du digital, qui n'est quand même maintenant plus vraiment récente, a amené parfois une réflexion et à reposer les questions telles qu'elles s'étaient posées parfois de façon très largement antérieure. Et c'est cette réflexion qui nous a intéressés. Alors nous avons consacré les 2 premiers entretiens publiés donc à Emmanuel Souchier, qui est présent ici et qui interviendra dans la première table ronde, et à Paul Jorion, qui est présent aussi, qui interviendra dans la 2e table ronde. Pour nous, c'est important aussi d'avoir un entretien qui n'est pas un entretien du tout de type journalistique. C'est-à-dire qu'on veut aussi entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avoir une lecture de l'œuvre qui a été écrite. Et c'est une réflexion sur le trajet. Le 3e entretien, qui est en cours qui est pratiquement terminé en cours de relecture finale, est consacré à Milad Douéhi. Et nous avons encore quelques personnalités que nous avons contactées pour les numéros suivants. Ça nous a semblé un élément, un marqueur fort. Alors, l'entretien n'est pas obligatoirement relié à la thématique du numéro, mais il peut l'être éventuellement. Nous avons aussi des rubriques qui reviennent régulièrement, qui sont une rubrique économique qui est tenue par Philippe Béraud, une rubrique art numérique qui est tenue par Jean-Paul Fourmentreau, et nous avons l'idée peut-être de créer une rubrique du même genre autour des questions juridiques. Autre rubrique que nous avons, qui est une rubrique institution, la première a été consacrée à l'IRI, et ça nous a semblé important aussi de faire un peu je dirais, la revue des institutions qui sont engagées dans les questions du digital, et de leur donner un peu de place pour se présenter. Et puis nous avons évidemment une rubrique recension qui est tenue par Daphné Vignon et Armelle Gatchatoroff, qui vous la présenteront d'ici quelques temps. Alors, donc voilà à peu près je dirais le fonctionnement global de notre revue. Et peut-être que je vais donner la parole à Daphné Vignon et Armelle Gatchatoroff, qui vont présenter la revue Recension. Pour nous, c'est important aussi d'avoir des jeunes chercheurs, alors en doctorat ou en post-doctorat, et c'est aussi un appel, c'est-à-dire que nous souhaitons associer les gens qui nourrissent un intérêt pour les questions que nous soulevons, et nous sommes ouverts évidemment vous pouvez nous contacter. Comme vous remarquez, notre équipe n'est pas extrêmement... Enfin, nous avons plus d'hommes que de femmes. Et c'est aussi quelque chose à quoi nous accordons de l'importance. C'est-à-dire que c'est donc... nous souhaitons plus de femmes aussi dans notre dispositif. Voilà. Je donne la parole à
Daphné et Armène. Oui, parce qu'Armène me délègue son pouvoir de parole dans cette perspective de rétablir l'égalité des sexes. Donc cette rubrique de recension s'appelle Index. Et c'est vrai que la recension est un exercice qui peut paraître un petit peu ingrat, mais qui en tout cas est aussi passionnant que nécessaire, et qu'on a essayé d'articuler autour de trois dimensions qui sont complètement complémentaires. Évidemment, la première, c'est l'actualité, puisque on essaye de rendre état de l'actualité de ce qu'on va appeler le domaine des études digitales. Alors, une actualité qui est à prendre au sens élargi, à la fois à cause de la périodicité évidemment de la revue, et puis la périodicité plus générale de la recherche, de la création, qui fait qu'on est sur des délais, on avait dit à peu près 3 ans, pour qualifier l'actuel. On conçoit aussi la recension comme un travail exigeant de lecture critique. En tout cas, c'est ainsi qu'on essaye de le promouvoir. Et dernière dimension, autour de sujets qui répondent finalement à la ligne éditoriale de la revue en général, à savoir des sujets très diversifiés, tant du point de vue de la forme, on peut choisir de se faire l'écho d'un événement, de livres, de création artistique, etc., soit évidemment du point de vue des disciplines. Alors pourquoi ces trois dimensions? Eh bien parce que dans cette rubrique de recension, comme dans le reste de la revue, on essaye évidemment de mettre en valeur plutôt des tensions problématiques pour participer à essayer de définir ce que peut être assez largement le champ des études digitales. Alors, eu égard à cette ambition, on a divisé la rubrique en 3 sous-rubriques. C'est vrai qu'on a fait preuve de beaucoup de créativité sémantique. La première sous-rubrique est consacrée à des recensions assez volumineuses. Elle s'appelle Posture, avec précisément la volonté d'avoir un point de vue critique. La seconde sous-rubrique s'appelle Acte, avec des recensions plus courtes et peut-être un peu plus factuelles. Et la dernière, Empreinte, qui est vraiment pour faire, j'ai envie de dire, de l'annonce relativement simple et courte. Alors, comme Franck Ormeret et Jacques Gilbert le souhaitaient dès l'origine, cette rubrique vous a été confiée en tant que jeune chercheur, notion toute relative de jeunesse. Et donc, on s'est attaché avec Armène à essayer de faire en sorte que les contributions soient valorisées au mieux. C'est pourquoi on a choisi de titrer les recensions, en tout cas dans la première et deuxième catégorie. Parce qu'évidemment, qui dit titre dit possibilité de s'en prévaloir plus facilement. Et évidemment, étant donné que nous souhaitons qu'il y ait cette lecture critique et très exigeante, encore une fois, en termes de lecture, d'écriture, nous avions envisagé, le cas échéant si nécessaire, d'offrir là aussi une possibilité de droit de réponse, si toutefois notre lecture avait paru excéder le raisonnable. Donc voilà, la conclusion, je vais renouveler l'appel lancé par Jacques Gilbert. Si vous êtes jeune, même relativement, si vous avez des sujets d'actualité et si vous avez ce talent de lecture critique et d'écriture à la fois synthétique et pertinente, bien, nous serions ravis que vous rejoigniez. Voilà, merci. Oui, je voulais aussi mentionner Laurent Loti, qui nous a rejoint, et qui, qui joue un peu le rôle de conseiller scientifique, dans la mesure où il a participé largement aux entretiens et qui nous a accompagnés aussi dans ce travail, et qui donc constitue la 5e personne, on va dire, de l'équipe éditoriale. Voilà. Franck, je te rends le micro de ta présentation. Oui, je vais dire 2-3 choses. 2-3 choses en fait sur la posture. On va essayer d'expliquer pas trop longtemps, mais la posture de la revue autour de 3 dimensions qui, pour nous, accompagnent l'époque
qui elle-même époque et doit être vécue, et elle est, je pense, largement, d'un point de vue partagé, comme une période de transition. Probablement comme passage d'un monde à l'autre, et où la technologie, les technologies de la numérisation, enfin, les technologies du digital sont à l'origine de cette transition. Les trois dimensions sur lesquelles je vais dire quelques mots, mais simplement quelques mots, c'est la dimension épistémologique de la transition digitale, je vais essayer de préciser ça, et ensuite j'essaierai de dire 2-3 mots sur la dimension éducative de cette transition digitale, c'est-à-dire qui remet en cause évidemment les façons de faire étude et d'étudier. Et enfin, le troisième point, la dimension culturelle de cette transition digitale qui nous amène probablement à essayer de penser un renouvellement, peut-être dans l'ordre d'une renaissance ou autre chose qu'une renaissance, un collapse. Entre le collapse et la renaissance, probablement que l'écart est largement l'écart est large. Alors sur le premier point, sur la dimension épistémologique de la transition digitale, on peut dire que la revue s'intéresse d'abord en fait à une transformation de paradigme des sciences, Digital Studies, qui s'inscrivent évidemment dans la montée aujourd'hui des méthodes quantitatives. Alors ces méthodes quantitatives, il ne s'agit pas d'être contre, j'ai dit tout à l'heure, mais en fait elles ont un léger penchant qui consiste à substituer la corrélation à la causalité. Et donc la question de la causalité est une question fondamentale, évidemment, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais c'est un enjeu majeur dans les dispositifs scientifiques. Autrement dit, études digitales s'interroge sur un changement de méthode, plus même qu'un changement de méthode, sur un changement de rationalité qui est mis en œuvre, évidemment, dans les méthodes. Autrement dit, pour être plus immédiat, on peut s'interroger sur les sciences de la nature, sur la nature même de l'algorithmisation aujourd'hui du monde, et sur, évidemment, ce qu'on pourrait appeler l'exosomatisation des états de conscience, qui, aujourd'hui, sont des enjeux fondamentaux. L'attention, maintenant, je pense même le passage de l'économie de l'attention à l'économie de l'intention, et quand on connaît, évidemment, en phénoménologie, la puissance du concept d'intentionnalité, on a des questions ouvertes qui sont majeures. Autrement dit, on peut dire que, sur le plan épistémologique, on pourrait s'inscrire dans une perspective d'une nouvelle critique, post-kantienne, évidemment, au sens, évidemment, d'une... Alors, je cite quelque chose qui reste à définir, au sens d'essayer de définir, de porter les limites d'une raison computationnelle, autrement dit, de manière plus claire, au sens de la définition des limites d'une raison computationnelle. Cette posture d'une nouvelle critique pourrait imposer des bornes, en fait, à une rationalité imitée et illimitée qui est celle du calcul, dont les effets anthropiques aujourd'hui sont assez notoires. Autrement dit, si je rentre un peu plus dans le détail de la confrontation que l'on peut avoir entre, disons, l'ontologie et les ontométries, on peut dire d'une certaine façon qu'il conviendrait d'envisager, de penser le travail de schématisation informatique qui prétend, comment dire, recouvrir, au moins pour certains, le travail du schématisme de la pensée tel que, en fait, il s'est développé depuis au moins Kant jusqu'à Piaget. On a là, d'une certaine manière, une réflexion sur la notion du schéma informatique, sur le script, qui est lié à l'organisation des données informatiques, qui organise le passage entre des concepts passage entre des concepts à des objets par le biais d'applications logicielles. Autrement dit, on peut dire que là, il s'agirait pour nous d'affirmer que la donnée data n'est pas la pensée, c'est la thématique de l'énoncé qui est posée aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire de mettre les données à l'index, mais probablement en fait se poser la question de l'histoire de l'indexation, et qui est une histoire évidemment du classement dans la pensée occidentale, au moins depuis le Moyen-Âge, d'ailleurs même avant. Donc au contraire, ici on ne met pas à l'index les données, mais qu'on essaye de penser avec et contre les données, évidemment il s'agit d'envisager un rééquilibrage souhaité par la revue Études digitales entre les relations de la computation et, de manière plus générale, ce qu'on appelle les sciences de l'interprétation. Autrement dit, dans un autre terme, entre ce qu'on appelle aujourd'hui les littératies et puis ce qu'on pourrait forger comme néologisme, les numératies, c'est-à-dire la rencontre, en fait, grosso modo, de l'ordre de la lettre, de l'écriture, avec l'ordre du chiffre. Ça, c'est pour le premier point, en fait, c'est la dimension, disons, épistémologique, donc d'une pensée critique, d'une nouvelle critique post-kantienne, au sens de la définition des limites de la raison computationnelle.
Le deuxième point, en fait, c'est la dimension éducative de la transition digitale, sur laquelle s'intéresse évidemment la revue, tout simplement parce qu'elle prend au sérieux le concept de formation comme un enjeu majeur, évidemment, pour accompagner l'âge de la majorité ou de la maturité des médiations techniques. Autrement dit, de la reconnaissance des dispositifs techniques dans le processus de formation de l'étude et de l'esprit. Autrement dit, il s'agit d'envisager la formation et la distribution des connaissances aujourd'hui par le biais des supports et de l'importance que ces supports ont dans une relation au cognitif de manière très large. Aussi, dans cette perspective, on avait essayé, et c'est un travail qu'on va essayer de continuer, comme il y a une opposition qu'on a envie de construire, polémique certes, mais entre le digital, vous l'avez compris, et le numérique, probablement que nous avons essayé aussi de construire une deuxième figure qui serait importante, qui serait plutôt affirmative par opposition à la dualité de la figure antérieure que je viens de citer, c'est la figure du lettré du digital. Autrement dit, aujourd'hui, la question consiste à prendre au sérieux la question de qu'est-ce que serait un lettré du digital dans la perspective d'un renouvellement des études. Nous considérons que là, il y a un impératif en fait, d'une réflexion à mener pour contrer ce que certains appellent parmi nous un conflit des attentions. En fait, on peut dire que c'est un renouvellement du conflit des facultés dans une autre dynamique que celle que Kant avait envisagée. Conflit des attentions, évidemment, qui traverse aujourd'hui les activités de lecture et d'écriture, au plus haut point. D'ailleurs, le classement en France d'un récent rapport nous montre évidemment les difficultés qu'il y a à distinguer l'acte de lecture de l'acte de la compréhension. Et là, les spécialistes de la didaxie nous apportent en fait un éclairage sur le fait que nous devons faire attention en fait à l'attention, si j'ose dire, sans redoublement fortuit de cette terminologie. Autrement dit, il s'agit d'envisager une réflexion autour d'un programme d'appropriation des littératies par le plus grand nombre, et par les nombres, si j'ose dire, en lien avec les numératies, évidemment envisager une culture du chiffre et de la lettre rassemblée par-delà le grand partage, ceci pour éviter évidemment quelques déficiences cognitives qui seraient liées évidemment aujourd'hui à une hypersollicitation continuelle des réseaux sur la capacité en fait à se concentrer, qui est un enjeu fondamental du point de vue éducatif. Troisième point, pour la revue qui nous semble important, donc premier point épistémologie, deuxième point dimension éducative autour du lettré et du numérique. Troisième point, en fait, c'est l'idée de la culture digitale, et on rencontre un peu ce que souhaitait, disons, un certain nombre de personnes, et dont Louise, que nous citions tout à l'heure, c'est l'idée de dire que la transition numérique impacte tous les secteurs d'activité, le loisir, le travail, etc., et que la définition d'une culture digitale est à définir probablement dans l'horizon d'une civilisation ou dans l'horizon en fait de l'importance que peut apporter la culture au simplement fait d'être homme ou d'être, disons, pris dans une activité. Alors face, on peut dire, à l'anthropocène, c'est-à-dire au destin, difficile aujourd'hui de notre relation au milieu, l'enjeu, en fait, autour de la définition d'une culture digitale, l'enjeu est, d'une certaine manière, d'envisager et d'accompagner, évidemment, plutôt, un projet civilisationnel, une nouvelle renaissance, si on est dynamique et positif, qui peut, d'une certaine manière, se penser autour d'un ensemble d'interrogations qui portent sur le devenir des sociétés. Que faisons-nous ensemble? Ou qu'allons-nous continuer à fabriquer ensemble? Autrement dit, la culture digitale, et j'en terminerai là, devrait se concevoir, ce qui n'est pas encore une garantie, comme une troisième culture, où l'information, le concept d'information, a un rôle important à jouer pour assurer un passage entre les sciences nomologiques, donc les sciences dites dures, et en fait, et de l'autre côté, les sciences de la culture, si on reprend cette opposition, déjà ancienne. Entre guillemets, le dépassement d'un grand partage entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit demeure pour nous un enjeu
d'une certaine manière, c'est pas exagéré de le dire, d'une nouvelle façon de faire société. Et je terminerai de faire société à un moment où certains responsables, et grands responsables des réseaux sociaux, déclarent la chose suivante. Et je vais citer cette dernière phrase qui me semble assez intéressante, qui a été faite dernièrement par un ancien patron de Facebook, qui était vice-président en charge de la croissance des audiences. Voilà ce qu'il disait. Les boucles de réaction à court terme que nous avons créées sont en train de détruire la façon dont la société fonctionne. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est en fait, comment dire, quelqu'un qui, en 2007, intégrait Google et qui va quitter Google par la suite. Autrement dit, je ne voudrais pas vous laisser sur cette, comment dire, image difficile, mais probablement sur la possibilité qu'il y a aujourd'hui, et les travaux de l'IRI en témoignent, d'essayer de concevoir de nouveaux dispositifs dans lesquels, évidemment, les boucles de réaction qui sont liées à la cybernétique, évidemment, fonctionneraient non pas comme une destruction des modes de subjectivation, mais plutôt comme un mode de développement des capacités ou d'appropriation en fait, des littératies. Voilà ce que je voulais dire sur en fait, les 3 points qui sont un peu l'épine dorsale d'études digitales, une dimension épistémologique pour envisager la transition digitale autour d'une nouvelle critique post-kantienne, avec une architecture qui a pensé autour du rôle des dispositifs d'information, une défense en fait du lettré du digital autour évidemment probablement d'un programme ou d'une programmation en fait de ce grand dispositif qu'est l'éducation. Et puis, 3e point, envisager avec d'autres une dynamique évidemment d'une culture digitale qui soit une culture civilisationnelle. Voilà les trois choses qu'on pouvait dire sur notre vue. Je te remercie Franck. Je voudrais juste ajouter quelques petites choses sur le fait que donc, le projet a été, dès le départ, un projet interdisciplinaire. C'est-à-dire que l'idée, justement, c'est que la question digitale, qui a longtemps été traitée un peu sous la forme de la sidération, de la révolution permanente, d'abord, ce sont souvent des questions qui ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire que le paradigme change, mais justement, il nous amène à réexaminer un certain nombre de choses qui étaient déjà présentes depuis longtemps, et parfois la réinscription dans le temps long, et justement essayer d'éviter, c'est vraiment notre projet, je dirais le réactivisme de l'immédiat qui souvent s'arrête un petit peu à la chose, à l'événement du moment, essayer de réinscrire ce qui se passe dans le temps long, de voir aussi ce que le digital fait aux disciplines. Parce qu'on se rend compte que des disciplines parfois séparées se retrouvent devant des questions assez semblables. Quand on prend par exemple la question du traitement algorithmique des données, et évidemment, comment faire la différence entre un corpus littéraire, un corpus juridique, un corpus d'une toute autre nature, et alors qu'il existe des corpus qui se sont constitués dans l'histoire et qui sont reconnus comme tels, à un moment donné, le fait de pouvoir traiter la totalité, comme l'a fait Moretti, par exemple, de la littérature anglaise des 18e et 19e siècles, nous amène devant des situations assez nouvelles, puisque personne, ou peu de gens, ont lu tout. Et là, tout d'un coup, tout est là. Et évidemment, avec la possibilité peut-être de choses qui émergent qu'on n'avait pas vues, mais aussi avec quelque chose qui est nouveau, qui est le fait que la littérature, par exemple, est aussi la culture. C'est la littérature, c'est aussi la vision qu'on en a. C'est pas simplement les textes. Et évidemment, comment aborder? Est-ce que ce qu'on va faire est plus vrai, parce que le corpus est total? Ou est-ce que c'est moins vrai, puisque d'une certaine façon, on méconnaît, je dirais, l'oubli, qui est aussi le travail de la culture, qui fait que certaines choses ne sont pas forcément présentes dans notre mémoire tout le temps, et tout d'un coup, tout est envisagé. Et ce sont des questions qui, je crois, sont tout à fait importantes. C'est aussi la raison pour laquelle on voit bien que le digital pose des questions aux disciplines, avec des réponses certainement différentes. Ça m'amène à envisager la question du choix du nom.
parce qu'on a eu pas mal de questions sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a appelé la revue Études digitales et non pas Études numériques? Et nous avons consacré une petite rubrique controverse sur le sujet, rubrique éphémère, mais qui va revenir aussi. Et en fait, c'est vrai que le numérique renvoie, on va dire plutôt, à une science au sens dur, informatique, mathématique. Et le choix de digital peut paraître, on nous a dit c'est un anglicisme, nos collègues canadiens, le gars, vous choisissez un terme anglais, et enfin lâcheur, quoi, un peu. Et en fait, d'abord, nous ne récusons pas le numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtrage, on ne prend que le digital. Évidemment, les deux termes sont utilisés par les auteurs des articles, mais aussi, sans doute, d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que dans le digital, évidemment, le sens du mot anglais, anglo-américain, n'est pas exactement le sens du mot français, puisque le mot français renvoie simplement au doigt. Alors que dans la tradition anglo-saxonne, le digit est devenu effectivement, a pris un sens qui est le sens de la mesure du doigt, enfin, que le français, disons, a moins conservé. On a trouvé que justement cette étrangeté, cet écart, cette différence, d'une manière, était intéressante pour elle-même. D'abord parce que les sciences humaines se trouvent, comme l'a expliqué Franck, confrontées à des approches quantitatives qui parfois les déroutent. Et je dirais que cet espace d'interrogation, justement du qualitatif au quantitatif, est aussi l'espace dans lequel nous voulons nous installer. Et on trouvait que du coup, le doigt était aussi, le beau doigt de César qui se retrouve sur l'esplanade, était aussi ce rapport, je dirais, du toucher à ces objets qui sont toujours des objets de type interfaciel, c'est-à-dire qu'évidemment, on a aujourd'hui des objets que, assez largement, beaucoup de gens ne comprennent pas et qu'ils utilisent. Alors, il peut s'agir, comme vient d'expliquer Franck, je dirais d'une grande délicatesse, si on peut dire, dans les capacités cognitives, dans les réseaux sociaux, en se débrouillant pour qu'effectivement les petits likes deviennent tellement addictifs que les gens finissent par passer une grande partie de leur vie devant Facebook. Mais en fait, il y a aussi ce rapport à des objets éventuellement incompréhensibles. Et c'est une question qui paraît intéressante. C'est-à-dire que comment se trouver confronté à des objets dont la compréhension, soit parce qu'on n'a pas les moyens de les comprendre, soit parce qu'effectivement il y a une interrogation sur la notion même de causalité, pose problème. Il y a une nouvelle d'un écrivain sino-américain qui s'appelle Ted Chiang. Attendez, je retrouve le titre. C'est l'évolution de la science humaine, et ça a été publié dans un petit recueil qui s'appelle La Tour de Babylone, Tower of Babylon. Et en fait, cette nouvelle est vraiment passionnante. Elle a été écrite au tout début des années 2000. Et Ted Chiang raconte une mutation génétique qui permet à ceux qui l'ont, donc qui est produite, à ceux qui l'ont subi, de produire une science radicalement incompréhensible par ceux qui ne l'ont pas subi. Et du coup, se crée un clivage extrêmement marqué, puisque génétiquement, les normaux ne peuvent pas comprendre cette science. Et comment sait-on que c'est une science, en fait? Eh bien, il se trouve que les objets, les technologies qui sont développées à partir de cette science fonctionnent, et il y a toute une interrogation narrative, mais aussi un peu philosophique, on peut dire, sur ce que devient effectivement la science humaine face à l'incompréhensible. Et Ted Chiang ouvre la voie et termine sur la question de l'herméneutique. Et j'ai trouvé que cette nouvelle très, très passionnante, évidemment elle est un peu caricaturale sans doute, mais en même temps on voit bien quel type
à quel type de questions on se trouve confronté. Et nous pensons que voilà, c'est aussi l'espace de pensée dans lequel nous souhaitons nous installer.